gagner des millions, c'est ça l'histoire. Ça aurait Miss France, effectivement. Mais non, ça va être qui veut gagner des millions. Alors j'ai regardé hier soir rapidement un qui veut gagner des millions. Alors Jean-Pierre Foucault, il est calme, il est posé, il dit peu de mots et il bouge pas. Donc le rôle va être très très difficile, mais je vais essayer de rentrer dans le rôle. L'idée, c'est effectivement de vous faire gagner des millions à travers le jeu. Donc on a réinterprété le jeu pour vous présenter finalement l'ensemble de ces financements et le moment extraordinaire et surtout historique que nous vivons autour de ces milliards d'euros qui sont mis sur la table pour accompagner le numérique en santé. Donc, l'idée, pour que vous soyez bien imprégnés de ce qui va se passer, on est dans le jeu, qui veut gagner des millions. Je vous rappelle que je suis Jean-Pierre Foucault, un petit peu plus maigre, et que nous avons... Oui. C'est elle. Enfin bon, avec l'agence, voilà, merci l'agence. Et donc, l'idée, ça va être de vous poser certaines questions pour que vous puissiez appréhender donc l'ensemble des dispositifs qui sont mis à disposition pour l'ensemble des acteurs de soins. Les acteurs de soins, ça va être les professionnels de santé, aussi bien dans le sanitaire, le social, le médico-social, mais aussi les offreurs de services qui sont représentés dans la salle et les établissements de santé. Donc l'idée, ça va être de vous poser des questions sur ce sujet-là, que l'on puisse ensuite étayer les réponses et vous donner les informations pour bien comprendre l'ensemble de ces dispositifs. Comment on va vous poser des questions? Donc là, on est sur un outil que vous allez donc charger sur vos téléphones. Donc je vous invite à sortir téléphone portable. Soit vous allez sur Bicast Live et vous tapez le code donc 24 52 52. Soit vous flashez ce QR code et vous allez donc pouvoir arriver sur cette session où vous aurez l'ensemble des questions qui vont vous être posées et qui vont vous être présentées. Est-ce qu'on est, on est prêt sur vos téléphones? Vous n'êtes pas encore bien correctement. Ok, on attend 2 secondes. Et donc l'idée, effectivement, vous posez toutes ces questions. Donc c'est un jeu en vrai. Hein. Alors bon, la vérité, c'est que vous allez gagner des millions si vous répondez bien, parce que vous aurez accès à ces financements et tout cet accompagnement qui est mis par l'État sur la table. Mais en vrai, par contre, il y a 2 places à gagner pour les universités de l'année prochaine. Donc on pose son café, on prend son téléphone et on se connecte assez rapidement pour pouvoir effectivement... Non, c'est pas visé, t'es pas visé. Ah. Et la question, il faut faire quoi? Flash le code et derrière tu auras accès à tous les... Ou alors tu vas sur Bicast Live et tu tapes 24 52 52. Donc 2 invitations à gagner pour l'année prochaine. C'est toujours ça à prendre quand il faut faire des économies. Allez, on va lancer le jeu. Anne, c'est parti. Alors déjà, on va commencer pour se mettre en jambe. Là, c'est une petite question pour se mettre en jambe, pour savoir effectivement si vous connaissez le jeu Qui veut gagner des millions. Et puis pour que vous appréhendiez l'interface, comment on utilise cet outil numérique. Donc, testez vos connaissances sur le jeu Qui veut gagner des millions. Donc... Alors, diffusé pour la première fois sur une chaîne française le 29 juin, tiens, c'est comme nous aujourd'hui, 29 juin, mais 1973, belle année. Présenté par Jean-Pierre Foucault de 2000 à 2005, le gain possible est généralement 1 million d'euros. C'est mon dernier mot, ou c'est votre dernier mot, c'est plutôt ça la vraie phrase, c'est votre dernier mot, indique la validation finale du choix. Aucun candidat ne repart les mains vides et chaque joueur dispose de plusieurs jokers. Vous connaissez un peu le sujet. Donc on voit que ça répond. Ça répond. Ça répond. Bon, petit taux. 1973. Hein. Qui a répondu oui pour 1973? Là, je vous rappelle qu'il n'y avait pas la télé à l'époque. Ou en noir et blanc. C'est pas vrai, d'accord. Il y a quelques questions.
Allez, c'est votre dernier mot. Allez, go, on termine. Merci. Alors effectivement, ce n'était pas en 73. Effectivement, c'est bien Jean-Pierre Foucault qui l'a présenté. Les gains sont bien de 1 million. Le dernier mot, vous l'avez. Et aucun candidat de reparler main vide, effectivement, ce n'est pas le cas. Et c'est peut-être un peu pour faire écho à tous ces plans de financement et à la possibilité d'aller chercher des financements finalement. Et c'est le contraire de cette mauvaise réponse, donc. Et chaque joueur dispose de plusieurs jokers. Allez, pour mieux vous connaître, juste si vous pouviez aussi répondre pour savoir de quel environnement vous venez, comme ça nous donnera aussi, pour les différents speakers que je vous présenterai tout à l'heure, la possibilité effectivement de bien cibler réponse. Je vais profiter, pendant que vous répondez, justement pour vous présenter nos 3 speakers qui vont donner donc des informations sur les plans de financement. On a donc Marie Dufort qui est de l'assurance maladie, Marie-Christine Lab au milieu qui est de l'agence régionale de santé et Morgane Milchen qui est d'Eurobiomed. Ok, donc on a effectivement aussi bien des établissements, un établissement de santé, oui, très bien, des professionnels libéraux, des offreurs de solutions numériques, plutôt en majorité, et des institutionnels. Ok, allons-y. Allez, première question. Alors, pour être éligible au financement du programme SUNES, un établissement de santé peut avoir bénéficié de financement dans le cadre du programme Open et Hôpital numérique. Réponse A. Réponse B, doit adresser son projet par mail à l'agence régionale de santé. Réponse C, doit impérativement déposer sa candidature sur la plateforme. Je vais vomir, Anne. J'ai mon petit déjeuner qui monte, qui redescend. Merci, Anne. Putain. Doit impérativement déposer sa candidature sur la plateforme Démarche simplifiée avant le 30/10/2022. Réponse D, doit atteindre des exigences de prérequis en lien avec l'identitovigilance, la sécurité DSI, le partage et l'échange de données de santé. On recrée la même tension que pendant l'émission, qui fait que tout le monde flippe. Alors, les bonnes réponses, et vous avez majoritairement bien répondu. Christine ? Alors, et effectivement, donc vous le savez, le programme SUNES, qui veut dire Ségur Usage Numérique en établissement de santé, c'est un programme de financement à l'usage qui s'adresse à l'ensemble des établissements de santé, y compris ceux qui ont bénéficié de financement dans le cadre des programmes précédents, donc Open et Hôpital numérique. Donc les établissements qui candidatent doivent candidater sur la plateforme Démarche simplifiée. Donc il y a une procédure de candidature vraiment spécifique. Donc on ne peut pas adresser un mail à l'ARS, ça ne marche pas. Ce programme, il se déroule en plusieurs fenêtres de financement et de candidature. Donc il y a 4 fenêtres. La dernière fenêtre, elle sera l'année prochaine. Là, on vient de finir la deuxième fenêtre. Donc il y a une prochaine fenêtre qui sera à fin octobre l'année prochaine, mais une fenêtre suivante en 2023. Donc c'est pour ça que la troisième réponse n'était pas la bonne. Et effectivement, pour être éligible à ce programme, les établissements doivent respecter un certain nombre de prérequis. Donc il y en a 6 sur le premier volet de ce programme, plus un prérequis sur le second volet qui concerne la messagerie sécurisée citoyenne. Donc on a bien effectivement l'exigence d'atteinte de prérequis et également de cibles d'usage. Il y a déjà un engouement sur la région qui est donc, alors effectivement, marqué. On est aujourd'hui sur la clôture de la deuxième fenêtre. Sur la première fenêtre, on a eu effectivement un nombre important d'établissements qui ont candidaté et été retenus, puisqu'on est à plus de 30%
des établissements de santé de la région et pratiquement 40% de l'activité combinée. Et sur la deuxième fenêtre qui se clôture pour l'instruction demain, donc le 30 juin, pour l'instant, donc on a eu 117 établissements de santé qui ont été candidats. Et donc, verdict demain pour la clôture de cette phase d'instruction. Donc, qui veut gagner des millions? Plusieurs épisodes, puisque c'est demain qu'on sait qui va pouvoir potentiellement gagner des millions. On va passer... Peut-être effectivement sur les montants financiers, donc c'est près de 5 millions et demi d'euros sur la première fenêtre qui ont été alloués. Merci Marie-Christine. Allez, question suivante. Lorsque la candidature au programme SENES d'un établissement de santé est acceptée par l'ARS, réponse A. L'établissement peut prétendre à un accompagnement par le grade e-santé Occitanie. Et je me tairai là-dessus parce que j'ai plein de choses à vous dire sur cette superbe structure. Réponse B. L'établissement est exclu de toute nouvelle candidature dans le cadre de ce programme. Réponse C. L'établissement perçoit son financement en 2 temps, dans le cadre de versement d'avance et dans le cadre de versement d'usage. Réponse D. L'établissement s'engage à alimenter le DMP. Vous avez répondu? C'est vos derniers? Non, c'est pas toujours la réponse D, attention. Effectivement. Marie-Christine? Allez, donc alors effectivement, une majeure partie de bonnes réponses. Alors, je ne vais pas commencer par la première des propositions sur l'accompagnement du grade. Je vais commencer par la fin, donc, qui est vraiment l'objectif de ce programme de financement à l'usage. Donc, l'objectif, c'est vraiment d'encourager l'utilisation des services socles, donc à la fois l'identité nationale de santé, le DMP et la messagerie sécurisée de santé vers la messagerie citoyenne. Donc, ça fait partie des 3 objectifs. Donc l'établissement s'engage bien à alimenter le DMP, c'est l'un des premiers objectifs. Donc soit en document de sortie, soit en compte-rendu d'imagerie ou de biologie. Ça fait partie des 3 domaines. À côté de l'alimentation du DMP, quand il candidate sur le volet 2, il s'engage également à utiliser la messagerie sécurisée de santé vers la messagerie citoyenne. Donc l'établissement n'est pas exclu de toute nouvelle candidature quand il a postulé et été retenu une première fois. Parce que par exemple, on a des établissements qui ont candidaté sur une première fenêtre uniquement sur le domaine 1, qui est l'alimentation du DMP en document de sortie. Donc ils ont pu candidater à être retenus et ils peuvent toutefois postuler sur les autres fenêtres quand ils y sont éligibles, donc par exemple à la fois sur le domaine biologie, sur le domaine imagerie, mais également sur le domaine 4, donc volet 2, qui est l'utilisation de la messagerie. Donc plusieurs candidatures possibles. Et alors, toujours sur la partie financement, donc effectivement un financement en 2 temps, avec un financement dit d'avance lorsque l'établissement est retenu. Ça représente 30% du montant forfaitaire qui est alloué. Donc ce montant forfaitaire, en fait, il dépend à la fois du domaine sur lequel il candidate, de la fenêtre sur laquelle il est retenu et de son activité combinée. Donc voilà pour effectivement un financement en 2 temps. Et enfin, effectivement, les établissements de santé qui sont retenus dans le cadre de ce programme peuvent bénéficier de l'accompagnement par le grade et notamment par les animateurs territoriaux du grade qui maillent toute la région. Merci. On voit bien le cercle vertueux par rapport au DMP. Si les établissements s'engagent à alimenter le DMP, c'est qu'ils ont des logiciels qui sont fournis par les éditeurs qui sont en capacité d'eux. Donc le monde des offreurs de services doivent être au rendez-vous. Les professionnels jouent le jeu sur le sujet. Et finalement, le patient, il a des informations dans Mon Espace Santé dont il y avait une conférence tout à l'heure. Donc on voit bien qu'il y a un cercle vertueux entre tout le monde qui a été initié et boosté par ces financements. Et peut-être juste Jean-Christophe, peut-être une dernière précision. Donc effectivement, le programme de financement, il est basé sur la dégressivité des financements et la progressivité des usages. C'est-à-dire que plus un établissement candidate tard, moins son montant forfaitaire est important et plus les cibles d'usage qu'il doit atteindre sont fortes. Voilà. Juste une petite précision. Merci Marie-Christine.
Allez, on continue. Alors, autre secteur, le programme ESMS numérique. On est dans le champ des établissements médico-sociaux, socio-médico-sociaux. Alors, le programme ESMS numérique peut permettre aux ESMS de financer. Alors, réponse A, l'acquisition ou le changement de logiciel, dossier usager informatisé, le DUI. Réponse B, la mise en conformité du logiciel DUI. Réponse C, l'accompagnement du développement des usages. Réponse D, le développement de la télémédecine. Réponse D, E, finalement, on va jusqu'à E. L'équipement matériel nécessaire au déploiement du DUI. Pas toujours la réponse D, je le rappelle. Allez, c'est votre dernier mot. Marie-Christine. Donc parfait, effectivement, sur les réponses, donc le programme ESMS numérique, vous le savez, hein, c'est un programme qui a vraiment vocation à faciliter la transformation numérique du secteur des établissements sociaux et médico-sociaux. Donc l'objectif du programme, c'est comme pour finalement le programme SON-ES, c'est de faciliter, d'encourager le partage et la transmission d'informations de santé entre les différents acteurs et dans vraiment une logique de parcours de la personne prise en charge. Donc ce programme, alors qu'est-ce qu'il permet de financer? Alors effectivement, il permet d'équiper ou de mettre à jour les dossiers usagers informatisés des établissements. Donc la réponse A et la réponse B sont des bonnes réponses. Il permet également d'accompagner effectivement le développement des usages et dans certains cas, je vais revenir dessus, de financer de l'équipement matériel. Il ne finance pas le développement de la télémédecine. Donc en fait, il y a plusieurs cas. Donc déjà, les établissements pour candidater, ce programme, il pousse et il essaie de favoriser la mutualisation entre les structures dans un secteur qui est aujourd'hui très hétérogène, avec beaucoup de petites structures très, très morcelées finalement. Donc les établissements qui candidatent doivent se regrouper par grappe, donc à minima 15 établissements. Et ensuite, ils se situent dans différents cas de figure. Donc soit ils n'ont pas aujourd'hui de dossier usager informatisé, ou ils souhaitent en changer. Donc là, on va dans le premier cas, ils vont bénéficier de plusieurs types de financement. Donc, ce sont toujours des montants forfaitaires. Donc, un montant forfaitaire pour s'équiper, donc ça va jusqu'à 7 000 € par structure. Ensuite, ces 7 000 €, ils sont pour favoriser justement le développement des usages. Hein. Ensuite, des montants forfaitaires qui vont jusqu'à 14 500 € par établissement toujours pour acquérir ou changer complètement de dossier usager informatisé quand le logiciel est référencé dans le cadre du Ségur, ou 12 000 € quand le logiciel n'est pas un logiciel référencé. Pour les structures qui sont déjà équipées, ils vont bénéficier dans le cadre du programme ESMS numérique d'un forfait, toujours pareil pour le développement des usages, c'est 5 000 € par établissement. Et ils vont postuler dans le cadre d'un programme qui s'appelle SONS sur la partie mise à jour logicielle. Et enfin, pour les plus petits établissements, ils vont bénéficier à la fois de forfaits ou petits OG ou petites grappes d'établissements. Ils vont bénéficier en plus d'un financement forfaitaire pour l'équipement matériel, ainsi que de montants forfaitaires pour toute une partie assistance à maîtrise d'ouvrage, pilotage du projet, qui va jusqu'à 100 000 € là pour la grappe de structure, et également un accompagnement forfaitaire pour toute la procédure achat. Des logiciels qui sont conformes Ségur, ça veut dire qu'ils sont conformes à un cadre de référencement Ségur? Exactement, donc ils respectent effectivement un cadre d'exigence minimale donc, qui est posé effectivement par l'Agence du numérique en santé et qui est communiqué à l'ensemble des éditeurs. Il y a quand même plutôt de bonnes réponses. Allez, question suivante. Alors, financement de la médecine de ville. Avenant 9. Quelle est la date limite pour commander un logiciel de gestion de cabinet référencé Ségur? On vient un peu d'en parler à l'instant. Et ainsi sécuriser votre forfait structure.
Réponse A, 15 juillet 2022. Réponse B, 1er août 2022. Réponse C, 30 novembre 2022. Et réponse D, la réponse D. Marie ? Oui, plutôt des bonnes réponses. Il y avait un petit piège parce que initialement, c'était le 15 juillet jusqu'à il y a quelques jours. On a eu un décalage de calendrier de 4 mois et demi. Donc désormais, les professionnels de santé en ville, les médecins notamment, ont jusqu'au 30 novembre pour passer la commande auprès de leur éditeur de logiciels et jusqu'au 28 avril pour programmer l'installation. Donc ça laisse un petit peu plus de temps à tout le monde. Donc ça, c'est une partie du financement par l'État de logiciels référencés qui permettent donc aux médecins de bénéficier d'un logiciel de gestion de cabinet qui est au standard, aux attendus, et qui est intégralement financé par l'État. Et puis, pour côté assurance maladie, il y a un deuxième volet qui est le forfait structure et qui concerne là les usages. Ça représente 300 millions d'euros d'investissement, donc c'est quand même tout à fait conséquent, avec des premiers indicateurs d'usage de mon espace santé dès 2022, l'alimentation des indicateurs notamment sur l'alimentation du DMP, mais aussi sur l'utilisation de la messagerie sécurisée de santé avec les patients. Et puis, à partir de 2023, le fait donc d'avoir un logiciel référencé Ségur, ça devient le socle, donc vraiment un prérequis pour bénéficier du forfait structure. Le forfait structure, pour information, c'est à peu près 5 000 euros pour les médecins en ville. Donc, c'est quand même aussi une petite somme. Voilà. Et ça, il va y avoir donc ce socle-là, mais en plus, là aussi, de nouveaux indicateurs d'usage pour vraiment inciter à l'utilisation de mon espace santé et à la création donc, d'un indicateur sur la prescription, la e-prescription, l'utilisation de la e-prescription, donc qui est toujours en cours de développement, et l'utilisation de l'application e-carte vitale, là aussi, qui est en cours de développement. Donc ça, c'est des points importants. Je rajoute à ça qu'il y a encore un autre forfait de financement qui a été ajouté pour l'alimentation des volets de synthèse médicale dans les dossiers DMP des patients. Là aussi, pour que les médecins généralistes se saisissent au maximum de ces outils et que l'usage puisse être vraiment développé. Là, il n'y a pas de plusieurs vagues, il y a un coup près. Là, ouais, tout à fait. L'idée, c'est qu'il y a un coup près. Bon, vous avez vu, il a été un petit peu décalé, parce qu'on est toujours un peu tolérant quand même. Mais en effet, l'idée, c'est que super. La deadline soit respectée. Merci Marie. Question suivante. Alors, accompagnement de la médecine de ville pour les cibles d'usage, DMP, messagerie sécurisée de santé, INS. Qui contacter à la CEPAM pour m'accompagner sur le numérique en santé et la dématérialisation? Réponse A, les conseillers informatiques services, les 6. Réponse B, les délégués du numérique en santé. Il y a Ella Gariani qui est à côté, vous pourrez justement lui en parler. Réponse C, les délégués de l'assurance maladie, les dames. Réponse D, les animateurs territoriaux, donc ça c'est plutôt au grade. Et réponse E, la Ligue des super-héros. Donc il y a, alors, dans le jeu, vous savez, il y a le feeling de l'animateur. Donc là, c'est le moment où je peux m'exprimer librement. Donc du coup, j'ai plein de choses à vous dire. Je suis sûr que vous avez un bon feeling. La vérité, je pense que la réponse E n'est pas la bonne. Maintenant, on n'est pas à l'abri. Oui, je pense que la réponse E n'est pas la bonne. C'est un très bon feeling. Mais je vois quand même que oui, il y a des petits pièges. Il y en a qui sont tombés dedans, bravo. Mais alors là aussi, en fait, les deux premières réponses sont les bonnes. En fait, les conseillers informatiques services à l'assurance maladie, ça fait des années qu'ils accompagnent les professionnels de santé en ville sur l'informatisation du cabinet, l'utilisation des téléservices intégrés ou non à leur logiciel métier. Et là, on a chez nous une évolution vraiment RH, avec un nouveau référentiel métier et une évolution des compétences de nos conseillers informatiques services qui vont donc se transformer en délégués numériques en santé, pour aller plus loin sur l'accompagnement en lien avec le Ségur du numérique et développer aussi des compétences d'animation collective, puisqu'aujourd'hui ils sont vraiment dans une relation bilatérale avec les professionnels de santé en ville et les médecins notamment. C'est vraiment des rencontres quotidiennes avec eux.
Là, peut-être, l'idée serait de développer peut-être de nouveaux modes d'accompagnement en lien avec le Ségur du numérique et peut-être plus en partenariat aussi avec les autres acteurs et l'écosystème des utilisateurs des outils Ségur. Voilà. Donc il y avait quelques petits pièges, hein, vous avez vu. Les dames, finalement, hop, on pensait que, mais parce qu'il y a quand même 7 réponses sur le sujet. Ils existent quand même. Ils existent toujours et on espère bien, parce qu'ils ont du taf aussi. Par contre, voilà, on a ces DNS qui ne font pas écho à la DNS, mais bien à l'assurance maladie, qui viennent en complément des 6 qui viennent de nous être expliqués. Les 6 deviennent les voilà. DNS, exactement. Ils intègrent, d'une certaine manière, ils intègrent la ligne. Exactement, merci. Allez, question suivante. Que signifie l'acronyme SONS? Système ouvert et non sélectif. Sélectif, oui, pour la réponse A. Réponse B, système ouvert numérique en santé. Réponse C, sauvegarde obligatoire nominative sécurisée. Et réponse D, sélection ouverte nationale et systématique. Donc là aussi, il y a 50-50. Je peux vous dire que le dernier, ça sent pas bon. Il y a quelqu'un qui appelle un ami là. Allez, on peut terminer l'activité. Marie-Christine. Ouh là 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 là. Ouh la cata. Ah ouais. Cata. Alors maintenant, alors là, tu as intérêt à assurer en termes de com. Ok. Hein. Alors, donc SONS, c'est un programme de financement à l'équipement. Donc je vais attendre un petit peu avant de dire quel est le bon acronyme. Mais donc c'est un programme de financement à l'équipement en fait qui vient en complément des programmes de financement qu'on a présentés à la fois SONES, ESMS numérique, mais aussi l'avenant 9 à la convention pour la médecine de ville. Donc l'acronyme en fait il veut dire système ouvert et non sélectif en fait, donc il n'y a qu'une personne dans la salle, je ne sais pas qui est cette personne qui a du coup donné la bonne réponse. Alors certains j'espère qui ont donné la bonne réponse quand même, ça serait autrement compliqué. Donc ce dispositif c'est un dispositif à la fois de référencement et de financement qui est finalement un mécanisme d'achat pour le compte des offreurs de soins, à la fois les établissements de santé, les établissements médico-sociaux, le couloir médecine de ville. Donc il y a un certain nombre il y a des vagues dans le cadre de ce dispositif et pour chaque vague, il y a des couloirs qui sont concernés. Donc actuellement, les couloirs, c'est établissements de santé, établissements médico-sociaux, la médecine de ville, enfin les médecins généralistes notamment, biologie, imagerie, pharmacie. Je ne pense pas en avoir oublié. Et donc, dans ce cadre, le financement permet la prise en charge pour les offreurs de soins, finalement, mais c'est un versement direct à l'éditeur. Ça permet la prise en charge d'une solution, du passage à une solution référencée Ségur. Voilà, donc c'est à ça que sert ce programme. Et donc ça vient financer un certain nombre de choses, les licences, toute la partie installation jusqu'à la mise en ordre de marche, et puis la maintenance corrective, l'accompagnement, voilà. Merci. Donc c'était effectivement pas sur le numérique en santé, mais c'était un modèle ou une façon que de pouvoir contractualiser avec des offreurs de services. Merci Marie-Christine. Question suivante. Courte. Le dispositif de financement permet de financer le changement complet d'un logiciel. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Allez. Merci, Marie-Christine. Alors, le dispositif, j'avais donné la réponse juste avant, mais il permet de financer la mise à niveau en fait, d'un logiciel référencé Ségur et pas le changement complet de logiciel. Exactement. Il faut avoir un existant avant de pouvoir prétendre à ce type de financement. Question suivante. Les nouvelles échéances SONS, vague 1 pour hôpital, biologie, radiologie et médecine de ville. Alors, sont... si on pousse un peu vers la droite, pour la réponse A, la nouvelle date de dépôt d'une demande de paiement. Alors attention, c'est précis dans les questions. La date limite de dépôt d'une demande de paiement
paiement en avance, en acompte, accompagné du bon de commande signé de l'établissement et de l'éditeur avant le 30/11/2022. Réponse A. Réponse B, une nouvelle date limite de dépôt d'une demande de paiement de solde après l'AVA, donc après réalisation de la prestation, au 28/04/2023. Christine. Okay, super. Donc, en fait, les deux réponses étaient les bonnes. Et ça fait écho à ce que a pu présenter Marie juste précédemment pour la médecine de ville. Hein. C'est exactement la même chose. Donc, je l'ai dit, le programme SONS, il permet effectivement de financer... Enfin, il y a deux axes, je dirais, le référencement et le financement. Dans le cadre du financement, c'est un guichet national qui est dit ASP, donc effectivement l'agence de services et de paiement auprès de laquelle les éditeurs se rapprochent. Hein, et donc avec deux temps. Donc un premier temps qui correspond effectivement au dépôt de la demande de paiement, qui a du coup été allongé. Hein, donc l'échéance précédente, c'était 15 juillet et report jusqu'au 30 novembre. Donc là, c'est la première demande et elle est accompagnée effectivement du bon de commande signé par le professionnel ou l'établissement. Et enfin, une deuxième date qui est la date de demande de paiement du solde. Donc là, c'est ce qui garantit que finalement l'éditeur a bien installé et que le logiciel est fonctionnel auprès de la structure ou du professionnel. Donc voilà, donc c'est l'allongement des délais qui permet non pas finalement d'aller moins vite, hein, c'est pas l'objectif, hein, c'est de maintenir la dynamique qui a été engagée, mais c'est pouvoir aller plus loin, à la fois sur le référencement des éditeurs et aussi sur les professionnels de santé et établissements équipés. Donc c'était l'école des fans, les deux bonnes réponses. Les deux étaient des bonnes réponses. Super, merci. Allons-y. Question suivante. L'appel à projet tiers-lieux. Combien de tiers-lieux d'expérimentation en santé seront retenus en tout? Réponse A, 10. Réponse B, 30. Réponse C, 50. Et la réponse D, je ne le ferai pas à chaque fois, 100. Quand même. Ouais, c'est ça. Alors là, c'est une catastrophe, Morgane. Non, c'est tout bon en fait, autant pour moi. Non, c'est tout bon, c'est tout bon. J'ai eu peur que... Non, autant pour moi. On peut appeler ça une catastrophe, mais une jolie catastrophe alors, parce que c'est correct. Donc les appels à projets tiers-lieux d'expérimentation font partie de la stratégie d'accélération santé numérique. Il y a eu la première vague qui s'est clôturée en milieu d'année, cette année. Et il y a d'autres vagues qui sont annoncées les années prochaines. Donc, il y en aura une au premier trimestre 2023 et une autre au premier trimestre à nouveau 2024. Et il est annoncé que 10 lauréats, il y aura 10 lauréats pour chaque vague, donc 30 en tout. Le tiers-lieu, en quelques mots sur tiers-lieu d'expérimentation. Donc, l'objectif, c'est de mettre en place des tiers-lieux d'expérimentation qui vont impliquer autant que possible les établissements de santé. C'est vraiment une volonté du SGPI de mettre les établissements au cœur de ces tiers-lieux d'expérimentation. Pas uniquement pour la partie expérimentale, ça serait trop facile, mais vraiment sur toute la réflexion et le processus, protocole, etc. qu'il y a autour de l'innovation et mettre en place tester cette innovation au sein d'un établissement de santé. Donc ce sont des projets qui sont de préférence portés par des établissements de santé ou par des organismes dans lesquels les établissements de santé font partie du conseil d'administration. Mais ils préfèrent que ce soit les établissements qui portent. Très bien. Merci Morgane pour la précision. Question suivante. Quel est le montant minimum de fonds propres nécessaires pour bénéficier d'un accompagnement de BPI France Innovation? Réponse A, 15 kg si éligible
Bourse French Tech. Réponse B, 25 kg. Réponse C, 50 kg. Et réponse D, 100 kg. Il n'y a plus de musique, Anne, t'as vu? Ça fait moins de tension. Elle me regarde, elle me fait comme ça. Allez, on termine l'activité. Merci. Morgane ? Oui, donc j'ai la lourde tâche de vous expliquer ces questions qui ont été préparées par BPI France. Je ne suis pas BPI France, donc Oui, autant merci, que possible, je effectivement. vais vraiment essayer de trouver les bons arguments. Donc, majorité de bonnes réponses. Effectivement, le minimum de fonds propres nécessaires pour bénéficier d'un accompagnement BPI France Innovation, c'est 15 000 € dans le cadre de l'éligibilité à une bourse French Tech. Sinon, c'est 50 000 € pour aller sur du financement R&D innovation. Mais la fourchette minimale reste 15 000 €. Après, c'est vrai qu'il y a un warning spécifique sur les fonds propres et la demande de financement auprès de BPI France, puisqu'il y a majoritairement cette règle de 1 € de fonds propres pour 1 € d'aide demandée, avec quelques cas particuliers selon les guichets, que ce soit des appels à projets ou des bourses ou des prêts, etc. Mais en tout cas, la réponse proposée par BPI France est celle-ci. Donc, je vous invite à retenir qu'il faut 15 000 € pour obtenir des financements. C'est très clair. Merci, Morgane. Question suivante. Alors, je suis une entreprise de moins d'1 an, je porte un projet innovant sous la... Ah non, ça c'est un autre jeu, Anne. Ça n'a rien à voir. Je suis de quel dispositif puis-je bénéficier chez BPI France sous réserve de correspondre à l'ensemble des critères? Alors, réponse A, bourse French Tech ou bourse French Tech émergence. Réponse B, prix innovation EGF, donc fonds de garantie pan-européen. Réponse C, prix innovation R&D. Réponse D, prêt d'amorçage. Faut pas se laisser influencer par ce qu'on voit trop à l'écran, parce que sinon après on... Allez, Morgane, tu prends la réponse. Donc la seule mauvaise réponse est la réponse B, puisque il n'est pas possible de bénéficier d'un prêt innovation fonds de garantie pan-européen pour les entreprises de moins de 1 an. Donc c'est là dans la liste le seul prêt auquel ces sociétés ne sont pas éligibles. C'est non exhaustif, bien sûr, puisqu'il y a une longue liste de financements, de prêts et d'accompagnements proposés par BPI France. Donc même à moins d'1 an, il y a plein d'accompagnements qui sont disponibles. La subtilité, c'est le moins d'1 an qu'il fallait bien prendre en compte. Question suivante. Les pôles de compétitivité santé. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Réponse A, ils facilitent la mise en relation entre les acteurs de l'innovation publique et privée. Réponse B, ils ont un impact régional uniquement. Réponse C, ils accompagnent les porteurs de projets de R&D pour obtenir des financements publics. Réponse D, ils ont déployé une alliance à l'échelle nationale leur permettant d'investir dans des projets d'entreprise. Là, du coup, tu es chez toi, Là, ça y Morgane, est, à la maison. On est d'accord, à la maison. Hein. Allez, Morgane. Alors, donc, Jean-Christophe m'a présenté en tant qu'Eurobiomed. Eurobiomed, c'est le pôle de compétitivité santé du sud de la France. Et donc, à quoi ça sert un pôle de compétitivité, entre autres? On facilite la mise en relation entre les acteurs de l'innovation publique-privée pour dynamiser et promouvoir l'innovation sur le territoire. On n'a pas du tout un impact régional uniquement. Là, en l'occurrence, Eurobiomed couvre les 2 régions du Sud, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. On se positionne, on aide donc les adhérents du pôle à se positionner sur des initiatives régionales, mais aussi nationales, européennes, internationales. Donc il y a vraiment un impact le plus large possible. On accompagne effectivement les porteurs de projets de R&D pour obtenir des financements publics. Et ça, c'est mon métier à moi particulièrement, de travailler sur cet aspect financement de l'innovation de R&D.
Et c'était la question piège. Il y a une alliance à l'échelle nationale qui a été créée sous la forme d'une association qui s'appelle Enosis Santé, qui a vu le jour il y a quelques semaines, mais qui ne permet pas du tout d'investir dans des projets d'entreprise. Il faut bien retenir que les pôles de compétitivité ne sont pas des investisseurs, n'ont pas de budget qui leur permettent d'investir dans des projets d'entreprise ou de R&D, peu importe. En revanche, ça permet d'asseoir un peu la place des pôles et de donner plus de force aux acteurs nationaux, parce que donc, les 4 pôles qui sont dans l'Alliance, ce sont Médicène, BioVallée France, Lyon Biopôle et Eurobiomed. Et en fait, on essaye aussi d'aller chercher des partenariats avec des fonds d'investissement pour qu'ils mettent à disposition des fonds pour les entreprises au sein de nos pôles. Mais nous, directement, on n'investit pas. Merci Morgane, c'était très clair. Question suivante. Alors, je suis en pleine rédaction d'une candidature à un appel à projet national. Et je suis un peu à la bourre et il me reste que très peu de temps pour finaliser mon dossier avant la clôture du guichet de financement. Donc, sur quelle partie du dossier puis-je me permettre de faire l'impasse? Réponse A. Les retombées économiques. Je vois juste que la réponse D, tout le monde répond à la réponse D. Ce n'est pas la bonne réponse. Donc ça ne sert à rien de répondre à la réponse D. Réponse A, donc les retombées économiques. Réponse B, l'impact environnemental. Réponse C, la propriété intellectuelle. Et là, je peux le faire vraiment. Réponse D, la réponse D. Allez Anne, merci. Effectivement. Super mauvais feeling de l'animateur qui a dit ce n'est pas la réponse D. Mais oui, mais non. Effectivement la réponse D. Mais bien sûr qu'on ne peut pas faire d'impasse sur tout le reste. Ce qui était important, le message que je voulais faire passer dans cette question, c'est que faire des impasses, c'est clairement pas une bonne idée. Et les retombées économiques, c'est très important quand on dépose un projet de financement public. Retombées économiques, ça veut dire en fait quand ma solution va être en place sur le marché, quel impact ça aura économiquement pour les payeurs, pour la sécurité sociale, est-ce que la prise en charge du patient va coûter moins cher que le gold standard actuel, etc. Donc ces retombées sont importantes. Il y a aussi des retombées économiques sur le territoire. Est-ce qu'il va y avoir de la création d'emplois? Il faut qu'il y ait de la création d'emplois. Donc les retombées économiques, très très important. La propriété intellectuelle, c'est aussi très important. Parce que si en fait le financeur public, il investit dans le projet et donc il a besoin d'être rassuré sur le fait que la propriété intellectuelle est carrée, qu'il y en a, que ça va être protégé, l'innovation va être protégée et que si c'est du projet collaboratif, ça a été réfléchi entre les différents partenaires et que ça ne va pas partir dans tous les sens et tomber à l'eau. Ensuite, il y avait l'impact environnemental. L'impact environnemental, c'est de plus en plus important. Il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là, notamment sur les appels à projets IDEMO, collaboratifs ou individuels, nationaux. En ce moment, il y a tout un paragraphe sur l'impact environnemental. Et désormais, dans le jury, il y a une personne du gouvernement qui vient et qui vérifie que cette partie a été bien rentrée, le compléter. Le but, ce n'est pas d'écrire 12 pages, c'est de se dire, est-ce que je me suis posé la question et est-ce que ma solution, effectivement, si c'est une solution numérique, est-ce que j'ai réfléchi les serveurs que j'utilise, est-ce qu'ils ont des normes particulières, est-ce qu'ils respectent des règles vis-à-vis de l'impact sur l'environnement. Donc c'est très très important. Et donc en fait, il restait la responsabilité. Donc en fait, les petits pièges qui ont été posés, personne n'est tombé dedans ou peu sont tombés dedans, puisque effectivement, on ne peut pas faire d'impasse sur les 3 sujets que tu as précisés. Merci beaucoup. Vous pouvez laisser un dernier mot le temps qu'on clôture. L'objectif de cet atelier était vraiment de vous donner de façon macro l'ensemble des plans de financement, faire écho effectivement à l'ensemble de ces montants astronomiques qui sont mis sur la table pour faire évoluer notre système de santé en travaillant sur plusieurs axes. Donc effectivement, on a eu, et on peut les remercier, 3 speakers qui nous ont donné et éclairé sur l'ensemble de ces informations. Je vous propose de les applaudir.
Et merci Jean-Pierre. Merci, bonne continuation sur les universités. Merci. Et, Anne, on a le nom du... Pardon, excuse-moi. Je pensais que finalement, il n'y avait pas la... Ok. Je voyais l'heure et je pensais que c'était écart à la fin. Autant pour moi. Alors, des questions, on les pose main levée, c'est ça? Allez. Oui, vas-y. Je parle sans micro. Donc je disais oui, il y a un bon engagement des établissements de santé dans la région. Une très bonne dynamique. Là, j'ai dit que sur la première fenêtre, on était à un peu plus de 33%, je crois, et 41% d'activité combinée. Quand on cumule avec la deuxième fenêtre, on arrive à près de 50% des établissements et on est proche de 60% d'activité combinée. Donc on est plutôt bien. Après, il y a des écarts entre les typologies d'établissements. Donc aujourd'hui, les établissements privés à but lucratif ou non lucratif se mobilisent aujourd'hui davantage que les établissements publics. Ça, c'est une réalité. Après, effectivement, on a encore deux fenêtres. Les établissements ont encore deux fenêtres de financement devant eux pour pouvoir s'engager. Voilà. Jean-Pierre, je peux avoir un deuxième mot ou pas? Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup. Et juste peut-être dire au total, donc j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 5 millions, enfin pas à peu près 5 millions et demi d'euros qui avaient été engagés sur la première fenêtre. Au total, sur la région, pour les 4 fenêtres, donc le programme c'est 3 ans, on est à 20 millions d'euros, voilà, de disponibles. Après, pour des raisons parfois techniques, parfois organisationnelles, parfois de lourdeur de projet, certains ont du mal à présenter un dossier. Qu'est-ce qui va se passer pour eux s'ils ne sont pas dans le financement SNES? Est-ce qu'ils auront d'autres moyens de financer leur investissement? Alors, aujourd'hui, il nous reste 2 fenêtres de financement. Donc, on n'est pas encore au bout du programme. Alors oui, les montants diminuent un petit peu. Donc, effectivement, sur les premières fenêtres, on a aussi des objectifs à atteindre. Donc, effectivement, les premiers établissements qui ont candidaté sont ceux qui étaient le plus près pour pouvoir candidater, qui avaient atteint le niveau de prérequis. Donc effectivement, là, il nous reste jusqu'à la fin du programme, c'est 2023. Donc il nous reste encore plusieurs mois pour pouvoir accompagner les établissements qui sont aujourd'hui pas au niveau de prérequis. Donc effectivement, aujourd'hui, l'accompagnement du grade est fort sur les établissements de santé qui intègrent le programme, mais avec une réflexion sur comment accompagner ceux qui ne sont pas à un niveau de prérequis encore suffisant. Donc il y a cette première piste. Les programmes de financement, on voit bien qu'il y a une section de programmes de financement. On est passé d'hôpital numérique, Open, aujourd'hui SNES, donc on voit bien que les programmes ils se succèdent. Et voilà. En revanche, on réfléchit effectivement aux modalités pour accompagner les établissements qui en sont le plus éloignés. Donc souvent des petits établissements qui n'ont pas forcément en interne la capacité, notamment en termes de compétences, pour pouvoir rentrer dans ces programmes. Merci, Christine. Il n'y a plus de questions sur les financements, non. Du coup, le score, merci Anne. Donc, si on regarde, on est d'accord que c'est Papillon Poli qui a gagné, c'est ça? Je ne savais pas si je pouvais le dire vraiment, puis Morgane était, depuis tout à l'heure, me fait des claques, non, tu ne peux pas le dire, tu peux pas le dire. Donc, effectivement, c'est Papillon Poli. Mais qui est Papillon? Bravo, Papillon Poli. Je ne savais pas que c'était ton petit nom. Eh bien, écoute, on verra après pour ces 2 places à l'université pour l'année prochaine. Voilà, super. Super. Merci. Et là, on a définitivement fini. C'est ça? Merci beaucoup.